Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait aux normes, mais c'est pas grave, il y a la chaleur humaine. Si jamais quelqu'un se sent mal, les portes s'ouvrent facilement sur le côté. Un grand merci au NMNM de nous proposer cette conférence. Merci à Björn Dahlström, à Benjamin Logier. Je vais laisser Björn préparer les invités. Juste pour vous dire que, vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas au NMNM, c'est le pavillon Bozio ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école d'art de la ville de Monaco, école spécialisée en art et scénographie. Et donc effectivement, c'est notre salle d'exposition qui n'est pas tout à fait faite pour les conférences. Mais bon, quand on a la chance de recevoir un artiste comme Pier Paolo Calzolari, on essaie de trouver de la place. Donc merci beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas trop mal au dos. Merci Thierry Levier, merci au pavillon Bozio et à toutes les équipes de nous accueillir. Parce que même si l'espace n'est pas immense, il est toujours plus grand que notre table des matières à la Villa Paloma, où on peut difficilement accueillir la moitié de l'audience ce soir, qui est importante, donc je m'en réjouis. Je vais dire 2-3 mots, je ne vais pas être très long, mais je voudrais juste expliquer la genèse de cette exposition à la Villa Paloma, au Musée National. Souhaiter la bienvenue à Andrea Vigliani, qui va échanger avec Pier Paolo Calzolari. Andrea est critique d'art, il est directeur de musée. Il a organisé il y a quelques années une exposition au Madré, à Naples, ce musée qu'il dirigeait. Aujourd'hui, il est directeur du Musée des civilisations de Rome. Il est auteur au catalogue, ce qui me donne l'occasion de parler du catalogue qui n'est pas encore sorti, mais imminemment, qui va bientôt sortir. Il n'est pas sorti avant l'exposition parce qu'on voulait justement pouvoir illustrer avec des images de la Villa Paloma ce catalogue, donc qui compte de nombreux auteurs, dont Andrea. Un mot sur l'exposition. C'est peut-être l'exposition la plus personnelle que j'ai programmée depuis mon arrivée, voilà 3 ans à la direction du Musée National. Je suis un grand admirateur de l'artiste, de l'œuvre de Pier Paolo Calzolari, et c'est à la faveur d'une rencontre au hasard, un petit peu, je pense aux Long Day, qui sont des amis à toi, à vous, des amis de longue date, des collectionneurs qui habitent à Bologne, qui habitent partiellement à Nice, qui étaient des prêteurs et des amis du Musée National depuis de nombreuses années. Et peu de temps après mon arrivée, on a échangé autour de l'art et on a fini par parler de toi. Et ils m'ont dit, mais voilà, la rencontre est très simple. Si tu veux, on t'emmène en Italie, voir la fondation, rencontrer Pier Paolo et Karine, son épouse, l'épouse de Pier Paolo, qui nous a beaucoup aidé dans le projet. Et c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés, qu'on a construit petit à petit cette exposition. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Et je tenais à les remercier ce soir. Je tiens aussi à remercier évidemment Pier Paolo à nouveau pour son investissement dans cette exposition. C'est plusieurs fois que tu reviens aussi pour l'animer à travers des rencontres, la présentation d'un film sur l'arte povera il n'y a pas très longtemps grâce à Lia Riva qui a accueilli cette projection. Je tiens à te remercier toi, remercier Karine pour cette aventure qu'on a passée ensemble. L'expo n'est pas tout à fait terminée, elle est présentée jusqu'au 7 avril, donc profitez-en pour venir la découvrir. C'est une occasion rare de pouvoir appréhender le travail de Pier Paolo dans un espace qui, pour moi, était fait pour ça, même si au départ, je sais que l'aspect domestique de la villa ne te mettait pas complètement à l'aise, mais je crois que le pari est rempli et qu'on a réussi, et tu as réussi à l'enchanter avec cette œuvre qui parcourt près de 50 ans, même plus de 50 ans de carrière. Donc je tenais à te remercier vivement, toi, toutes les équipes de la Fondation et du Fonds Calzolari, et les équipes aussi au musée. Je pense à Guillaume de Sardes, je pense à Emma Capra ici présente, à Floriane Spinetta, à Benjamin Logier, j'espère que et plein d'autres qui ne sont pas là, et Sharon Jones aussi qui est médiatrice et anime l'exposition avec beaucoup d'enthousiasme et accueille un public toujours de plus en plus nombreux et très curieux de rentrer dans ton univers, Pier Paolo. J'ai déjà trop parlé. Mais voilà, merci beaucoup Andrea d'être parmi nous ce soir. Le catalogue va bientôt sortir et on est très heureux de vous entendre tous les deux échanger autour de toi et de ton œuvre. Merci encore Pier Paolo et bonne soirée à tous. Merci. Un chat? Je veux l'expansion, la démocratie,
la folie, l'alchimie, la démence, la rythmique, l'horizontalité. Il n'y a pas de virgule entre les mots, et c'est un passage d'une poésie. On ne peut pas dire que c'est un texte critique de théorie. C'est une poésie que Pier Paolo Calzolari a écrite en 1968, publiée en 1969, et s'appelle La casa ideale, la maison idéale. Une maison, c'est quelque chose de concret, de véritable, de réel. Mais la maison dans laquelle on vous accueille ce soir, ou si vous allez à la Villa Paloma, c'est une maison idéale. C'est une maison, c'est quelque chose de véritable, mais c'est aussi quelque chose qui n'existe pas. L'année avant, Pier Paolo Calzolari avait fait son premier acte de passion, sa première œuvre, au Palazzo Bentivoglio, que c'était en effet le studio de l'artiste, c'était son atelier, et s'appelait, et vous voyez l'image ici, Il filtro e benvenuto all'angelo. Qu'est-ce que le filtre et bienvenue à l'ange? Si vous pensez à l'ange, c'est quelque chose comme une maison idéale. On le pense comme un être humain, mais il a des ailes. Donc c'est aussi quelque chose de pas humain. C'est un oiseau. Et peut-être là, dans cette image, il y a quelque chose qui peut nous introduire dans la réalité idéale de cette dimension. Déterminer en une image synthétique le lieu dans lequel, le moment dans lequel se déroule notre vie en nous contraignant à la reconnaître. C'est ainsi qu'Alberto Boato, je me cite moi-même, décrivait les premiers actes de passion de Pier Paolo Calzolari, cette œuvre, Il filtro benvenuto all'angelo, réalisée en 1967 au studio Bentivoglio de Bologna, en pratique l'atelier de l'artiste. Pour l'artiste, qu'est-ce que c'est en synthèse? C'est-à-dire reconnaître l'unité, pas la différence. Oh, benvenuto all'angelo. Bienvenue, il est arrivé. Oh bon, il est déjà sorti aussi. L'unité à travers la différence. L'unité constitutive de tout ce à travers quoi la vie s'exprime dans ses contradictions, en nous comme au dehors de nous, de mêler entre tous les éléments qui ensemble composent notre vie, la réalité et l'imagination, l'identité et l'altérité, le corps et l'esprit, l'organique, le pas organique, le banal, le sublime. Et c'est pour ça que les œuvres de l'artiste ne sont pas des œuvres on peut reconnaître très facilement. Ah, bah, c'est une peinture, c'est une sculpture. Des peintures, des bandes sonores, des textes, des vidéos, des néons, des structures givantes, des expositions en forme de partitions musicales, de feux, des glaces, des végétaux, des animaux vivants ou pas vivants. Tous les moyens sont bons pour inscrire dans le temps et dans l'espace de notre réalité des signes qui soient autant d'obstacles et de résistances à l'expérience commune du monde réfié et d'une œuvre comme objet. Donc on n'a pas un artiste qui nous donne un chemin très, très facile à parcourir, parce qu'on ne comprend pas vraiment où est l'œuvre et où est l'artiste. Et tout ça, pourquoi tu l'as fait, Pier Paolo, je vais te le demander dans quelques instants. Mais tout ça, c'est une invitation à voir, à regarder, à écouter
à goûter, à saisir l'idéal dans la réalité et la réalité de l'idéal, de l'imagination. Et c'est ça qui, en effet, une maison idéale. Et c'est ça que Pierpaolo a commencé à faire il y a 60 ans. Donc, une autre chose qui c'est très intéressant parce que l'artiste est très vivant, et ici, artiste contemporain, pas histoire de l'art, mais aussi il est déjà histoire de l'art, mais encore, il peut encore dire des choses dans cette histoire, donc c'est une histoire contemporaine. La chose intéressante que Pierpaolo Calzolari a toujours cherché, comme artiste contemporain, de ne pas limiter le discours à la contemporanéité et à la modernité. Vous savez, les années 60, c'était les années des avant-gardes, des néo-avant-gardes, etc. Je pense que une chose qui a été très ennemie de l'idée d'art de Pierpaolo Calzolari, c'était l'idée d'un art moderne, d'un art contemporain. Je vais faire une autre petite citation de mon texte qui, dans une façon très calzolarienne, existe mais n'existe pas encore. Alors, donc c'est une tentative d'abandonner le confort d'une certaine pratique de l'art afin d'explorer des trajectoires ouvertes, pas en direction du moderne, mais plutôt, comme dans Il filtre Benvenuto all'Angelo, dans ce cas, en allant vers Byzance. Et j'aime bien le fait que la documentation de Filtre Benvenuto all'Angelo est en blanche-noire, mais l'œuvre était une réflexion magnifique sur la couleur. Donc, écoutez la description, bon, si je la trouve, ici. Oh bon. Là, je la trouve. Oui, là. Ah, ici. Donc, une sagesse primordiale et ancestrale dans laquelle tous les êtres se trouvent reconnectés les uns aux autres. Humaines, de femmes. Animaux, des oiseaux. Végétaux et objets inanimés, les colombes blanches voletant parmi un public d'humains en mouvement qui porte au pied des chaussettes rouges. Ah bon, on ne le voit pas ici. Là. Dans un espace recouvert de gazon synthétique vert. Donc il y a la nature, la culture, les couleurs et l'ange qui apparaît là-bas. Donc, travailler comme artiste contemporain allant contre la modernité, contre l'idée que l'art contemporain est seulement dans le moment et dans le lieu où tu peux voir, tu peux faire expérience de l'art, c'est de t'inviter à voir l'art pas sans une date en lieu, mais à voir l'expérience de l'art comme quelque chose qui transcende le moment et le lieu de cette expérience. Et c'était aussi une expérience fondamentale dans ce moment historique. On va l'oublier, le moment historique, dans quelques secondes, mais qu'on appelait, je pense aussi en France, surtout en Italie, le moment de boom économique après la Seconde Guerre mondiale. On avait une idée du futur, du progrès, des civilisations. Je travaille dans un musée qui s'appelle Des civilisations. Et c'est tout à fait en vision avec une origine et une direction. Quand Pierpaolo Calzolari a travaillé entre les racines et les ruines, entre le passé et l'hypothèse, la potentialité. C'est pour ça qu'il a, et j'écris ça dans les titres de mon texte, qu'il est toujours en voyage et que toujours il travaille dans un monde fervent et en même temps mourant, où quelque chose commence et est déjà en train de finir.
On va parler plutôt des autres choses aussi maintenant, mais je te remercie, Pierpaolo, pour nous avoir donné des œuvres qui ne sont pas simples et sont toujours à redécouvrir, à réinterpréter et pas seulement à regarder avec un sens ou à penser avec l'intelligence, mais qu'il faut s'engager avec tout notre corps, tout notre âme, toute notre culture, tout notre être. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un artiste de plus radical qui existe, dans le sens qui vraiment, il a placé ses racines en nous et a transformé notre expérience de l'œuvre dans une partie essentielle de l'œuvre. Mais donc, je commence avec un pourquoi. Un pourquoi. Et tu m'as dit aujourd'hui, c'est un peu forte, mais c'est... Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas si en français est juste parce que... pourquoi un couillon fait encore de la peinture? Pourquoi il fait encore l'artiste? Et pourquoi nous, donc c'est ça, non? C'est pas lui et moi, c'est nous sommes encore intéressés dans l'art, à regarder l'art. Donc, juste pour, comme tu m'as dit, effleurer le passé, on se demande plus ce que s'est passé dans le 1967, 8, etc. Et on part avec une question qui n'a pas de passé, n'a pas de futur, mais c'est une grande question maintenant. Pourquoi en qui on fait encore de la peinture? Et pourquoi tu fais encore l'artiste? Et pourquoi nous sommes ici ce soir à regarder, à écouter, à penser sur ça? Pourquoi? C'est une question vraiment choquante. Il faut dire que c'est la question que moi je me pose tous les jours. Dans le moment que je me réveille, au moment que j'essaie de dormir. Pourquoi l'art a un principe, les souvenirs de l'art, comme les souvenirs des personnes, comme les odeurs par contre, comme tout, ils permettent, c'est quoi, de nous survivre à la répétition mécanique de la journée ou de la vie. Penser à l'art, c'est pas seulement un cadeau. C'est pas comme ouvrir la fenêtre et voir un très beau un coucher de soleil. Non, ça c'est... Il serait trop facile, ce serait un cadeau magnifique, mais c'est pas comme ça. La richesse de l'art vient d'un manque, d'une solitude, d'un manque de communion, disons, c'est vraiment la manque de communion, la richesse de la communion. Avec qui, avec quoi, je ne sais pas, au niveau de vous répondre. Je ne voudrais pas être au niveau capable de vous répondre. Je sais bien, c'est sûr que la nécessité de l'art, c'est vraiment la nécessité de la communion avec le monde, avec les choses. Donc, survivre à la répétition mécanique de la journée. On se réveille, on se couche, on se réveille, on se couche, on se réveille, on se couche, on se réveille. Oui, c'est vraiment comme ça. Donc,
entre se réveiller et coucher, et le jour après se réveiller et coucher, et le jour après encore se réveiller et coucher, l'art. Donc, survivre à la répétition mécanique de la journée en face de ce manque de communion, manque de les, surprise, manque de différence, manque de relation avec le monde et les choses, et la rechercher. Je pense que ça, on peut finir comme ça, on peut terminer. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc, dans cette manque de communion et de relation, dans la routine, dans la répétition mécanique de la journée, tu as commencé à faire des œuvres d'art. J'ai essayé de dire que tu as commencé avec une œuvre d'art que c'était pas vraiment quelque chose que... C'était dans ton atelier, pas dans une galerie, pas dans un musée, c'était dans ton atelier, dans l'espace et les temples de l'artiste, qui n'est pas vraiment reconnaissable. Et tu as écrit en même temps, pas seulement fait cette œuvre, mais tu as écrit aussi en même temps un texte extraordinaire, comme La Maison Idéale. Donc tu as fait une œuvre pas compréhensible, pas véritablement médiale, et tu as écrit un texte critique et c'était plutôt en poésie. Donc entre les deux choses, 1967, Filtro, Benvenuto all'Angelo, 1968, La Maison Idéale, tu as commencé à faire l'artiste et tu écris toi-même dans le texte de La Maison Idéale que tu veux faire des actes de passion. Donc je ne veux pas faire des œuvres, je ne veux pas faire l'artiste, je veux faire des actes de passion. C'est quoi, comme artiste, un acte de passion? C'est un acte, ton acte, ou motiver, ou pousser quelqu'un d'autre à casser l'équilibre, la rigidité, l'attitude, l'habitude. C'est faire sortir à l'instant la peur, le désir, l'inquiétude peut-être. Éviter, c'est pas son qui a commencé avec ses petits chocs émotionnels, à pas s'arrêter, à suivre cette émotion et essayer de faire une petite émotion, ces gouttes d'émotion, une histoire, une vision de vie, quelque chose de donné à l'autre qui est à côté. Le temple de l'écriture. Hein? Ok. Donc, les actes de passion que Pier Paolo décrit dans La Maison Idéale, c'est merveilleux de lire maintenant ce texte. Parce que si on connaît toute la production de Pier Paolo Calzolari, il y a déjà dedans. Mais c'est le premier texte. Donc toute sa vie va se dérouler dans le futur. Mais presque toutes les œuvres, il y a des descriptions des œuvres qui n'existaient pas encore et qui vont apparaître dans le futur. Il y a des descriptions des œuvres magnifiques qui n'existent pas encore. 1968, ça c'est la synthèse que je disais en avance. C'est la réalité et la potentialité. Et on s'en fout de la différence entre la réalité et la potentialité. Parce qu'un acte de passion, il dit « io voglio un atto di passione », je veux acte de passion, c'est, si j'ai bien compris, cette réponse, c'est maîtriser, chercher à faire
quelque chose que c'est un choc émotionnel et faire de ce choc émotionnel une histoire et une vie. Oh bon, bienvenue, hein? Faire un choc émotionnel va devenir une histoire, une vie, choc émotionnel. Oui, parce qu'en effet, je veux l'expansion, la démocratie, la folie, l'alchimie, la démence, la rythmique, l'horizontalité. Donc, c'est pas facile de faire l'artiste pour Pier Paolo Calzolari, parce que c'est ça. Et on est assis, il y a une table, un verre d'eau, etc. Mais tout bouge, tout va, tout vient, il existe, il n'existe pas. Cet cauchemar de motori réfrigéranti, la flamme vivante dans le musée, ah, c'est pas possible, les oiseaux qui ne restent pas, c'est difficile à photographier, etc. Donc, bienvenue dans ça. Et je pense que c'est ça le scandale et choc émotionnel de l'art qui deviennent. Cet choc émotionnel qui devient une histoire. Et ce sont des choses différentes. Choc émotionnel, c'est pas une histoire. C'est pas une vie, on ne peut pas vivre comme ça. Mais oui, elle est encore ici. Donc, résistante. Tempra. Ragazzo a tempra. Troisième demande, petite. Bon. Alors, je remercie Karine pour ce petit cadeau, parce que Karine Marcel Arneaudo, Pier Paolo Calzolari, est une poétesse. Et ça, c'est un livre de poésie. Ça, c'est important, parce que toutes les contradictions qu'on en train de parler, vous savez quoi? Il y a deux choses qui peuvent la résoudre, cette série de contradictions. Ça, c'est l'art, et ça, c'est la poésie. Donc, car je pense que le texte magnifique, je vous en prie de le lire, de la Casa Ideale, ce n'est pas un manifeste théorique, ce n'est pas le manifeste des futuristes, ce n'est pas Marinetti. C'est une poésie, en effet. Ce n'est pas une déclaration théorique, c'est une déclaration de théorie en forme de rose, de oignon, d'anguille, des choses un peu compliquées. Mais c'est une poésie, je pense que c'est plutôt une poésie. Donc, la troisième question, c'est pourquoi tu n'as pas adopté, comme presque tous les artistes des années 60-70, l'art conceptuel, la théorie, les règles de l'art conceptuel, tu n'as pas utilisé pour t'exprimer, c'est un peu les critiques d'art qui parlent un poète, la verticalité séparatrice d'un langage critique. Peut-être que ça, on va l'éliminer. Mais au contraire, l'horizontalité intégratrice du langage poétique. Pourquoi quand tu écris, tu tends à écrire dans une façon plutôt, et à parler aussi, dans une façon plutôt poétique? Pas critique, mais poétique. Je ne savais pas ça. Ah bon, ça, c'est... Mais... C'est possible. Mais en même temps, il faut penser que moi, je suis fils de montagne, donc un garçon né en Italie, et formé en Italie des années délicates. Et fils aussi d'une génération d'intellectuels qui sont sortis du fascisme et sont devenus gesteurs communistes. Donc, un passage d'état relatif entre une idéologie et l'autre, d'une méthode à l'autre. Donc, mon génération, on était comme des canichotti. On était des jeunes hommes. Des champs fondus. Des champs fondus. Poétique. Non, c'est quoi, Bjorn? Canichotti? Des chiens errants. Des chiens errants, c'est bien. Mais surtout, on n'arrivait pas, on n'était pas capable de
suivre aux questions méthodologiques, disciplinaires, structurelles. Donc, fils d'une logique pierre sur pierre, et sur pierre, on va construire un bâtiment. Pour nous, les bâtiments tombés sont délicats, sont fragiles, sont faux. On parle des conceptuels. En effet, à l'époque, il n'y avait rien de conceptuel encore. La conceptuelle est née même plus tard que l'arte povera. L'arte povera, duquel se fait part, pas tellement de temps, mais se fait part, et représente bien la nécessité des intellectuels ou des artistes italiens de sortir quelque chose de très lourd, l'idée de l'avant-garde. Mm-hmm. Si l'avant-garde a toujours travaillé à un niveau vertical, pyramidal, l'avant-garde refuse de passer pour se présenter comme une nouvelle vérité. Mon génération avait besoin de nager avec les grands bras, de voir l'oxygène, de vivre le passé comme on vivait, particulièrement dans un petit pays comme l'Italie, plein d'histoire, bien présent, dans l'espoir du futur. Donc, on est presque tous, nous, n'étions pas capables de travailler avec une idéologie d'avant-gardiste, mais de la vraie, disons, main sur la main, chose sur la chose, désir sur désir. Surtout, éviter l'idéologie, qui peut-être un peu effleuré l'arte pauvre, de toute façon. Ah oui, parce qu'en effet, je ne veux pas... Mais en effet, j'ai fait un petit résumé. Donc, toi, comme garçon en Italie, en effet, je le comprends. Après le fascisme, donc, beaucoup de prose, manifestes, théorie, donc, tu n'es pas capable de faire le même, et tu es comme un chien errant, refuser les méthodologies logiques. Et donc aussi, il a dit juste que l'art conceptuel, c'était pas encore là. C'était là dans les préconditions, on peut dire. Celant aurait dit les préconhistories. Mais surtout, c'est pas comme ça, c'est pas les règles, mais c'est pas aussi l'idéologie. Et l'idéologie était là, parce que le 1967, Brini avait défini l'année 1967 bianco ghiaccio, parce que c'était avant de 1968. Donc, quand comme ça, donc année très importante, la première année de la première œuvre. Mais quand même, contre l'idéologie, je deviens un peu de boring art historian. Mais en effet, Germano, quand écrit sur l'arte povera, écrit comme une guérilla. Donc c'était en effet une idéologie. Je pense que Pierpaolo est une... Ça, c'est la prochaine question. C'est un artiste de l'arte povera, il n'est pas un artiste de l'arte povera en même temps, la maison idéale, réelle, etc. Donc il fait partie de l'arte povera, ça c'est sûr, il a fait toutes les expositions historiques, mais en même temps, et du début, quand le théoréticien de l'arte povera, l'historien, c'était pas un commissaire, c'était un storico de l'arte. Germano Celan qui a donné cette expression arte povera, c'était en Italie, de réagir à la largesse et à la richesse de l'art traditionnel, de l'art traditionnel aussi c'était pop art, de l'art parce que c'est peinture, sculpture, c'est quelque chose à vendre, à comprendre. Non, arte povera, pas riche, pauvre. Ok, mais et donc il était comme
historien de l'art in real time. Donc, il ne parlait pas de l'art du passé, il écrivait de l'art qui s'est passé devant lui, mais avec la même autorité de Giorgio Vasari sur la Renaissance. Et le premier texte qu'il a écrit, fameux, Souffle les chars, même année presque de ton texte, 1967, Souffle les chars s'appelle Appunti per una guerriglia. Donc c'était vraiment idéologique. Mais tu refuses l'idéologie du début de cette définition. Donc tu es dans l'arte povera, mais tu n'es pas un guerrier. Tu ne fais pas la guérilla. Je ne sais pas si je peux te demander, qu'est-ce qui s'est passé dans ces jours, quand Germano écrit ça, tu es là, ça, comment tu as réagi à l'interprétation idéologique et guerriera de ce que tu faisais? Je n'ai pas réagi. J'ai seulement essayé de réagir avec mon travail, bien sûr. Okay. Et seconde chose, j'ai essayé de lui expliquer que pas seulement Prigno était aussi d'accord que mon idée de pauvreté, c'était plutôt lié à quelque chose de très important qui s'est passé dans le monde, très important, et même dans le monde de la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'idée de pauvreté de Francesco, que c'est pas San Francesco, c'est pas pour rien, ça me paraît ça. Mais Francesco d'Assisi était sûrement un point fixe de la philosophie, la négation de l'anthropoformisme, la capacité de voir les choses et parler les choses à la paire. Donc, même utiliser les choses à la paire. Donc, même utiliser la matière, les tabacs, la mousse à la paire. Donc, cette idée de pauvreté, cette idée d'humilité, c'était l'abandon de l'idée de l'homme comme point unique du monde, de l'univers. Et qu'avec Germano, on s'écoutait un peu, lui comprenait ça, mais peut-être il n'avait pas convenience à c'était tout ça, je pense. On est resté toujours pas comme ça. Je pense que ça, c'est le apex de cette rencontre. Donc, vous avez sommet, non? Bon, en effet, l'histoire de l'arte povera, c'est en effet intéressante et en même temps pas intéressante du tout quand on parle avec Pier Paolo ou des autres artistes de l'arte povera, qui quand même va être célébré en octobre avec une énorme exposition à la Bourse à Paris. Mais en effet, la chose intéressante, c'est qu'avec Pier Paolo, on est dans l'arte povera et pas d'accord avec la théorisation aux racines, non, du début de l'arte povera. Et la chose intéressante, c'est qu'on se souvient du texte et que Germano Celan fait une théorisation complètement anthropomorphe, c'est-à-dire comme être humain, je ne veux pas être un objet, je ne veux pas être une négociation économique, je ne veux pas être quelque chose, je veux être libre. Et c'est pour ça que, si je me souviens bien, la pauvreté est liée au théâtre pauvre de Grotowski, c'est-à-dire une chose politique. Quand, avec Pier Paolo, la pauvreté est une chose mystique parce qu'on a affaire, on parle de San Francesco d'Assisi, on parle du son qui parle aux oiseaux comme des êtres humains, il parle aux oiseaux, agli uccelli, comme des êtres humains, c'est la preghiera degli uccelli. Quindi quelque chose qui n'est pas anthropomorphique du tout. Et il y a beaucoup de choses, Sylvia, qui nous passionnent, c'est-à-dire
une façon de faire l'artiste, pas seulement pour faire de l'art pour des autres êtres humains, pas seulement pour nous, mais c'est aussi un art qui a la possibilité la volonté et le désir de uscire dal tuo essere umano, sortir de toi comme artiste in quanto essere umano. Et ça, c'est une des choses, je pense, les plus merveilleuses qui existent dans la différence d'interprétation de pauvreté entre Germano Celente, un des artistes de l'arte povera, Pier Paolo Cazzolari. Donc, merci, et ça, c'est pour Germano. Ok, tu as répondu à beaucoup de questions. Donc, une autre chose, petite note, comme ça je vais retrouver l'autre question. Je pense que si tu dis 1967, Benvenuto all'Angelo, je voudrais dire une petite chose. Si tu peux nous décrire qui, ce qu'est, mon français va devenir incompréhensible, un ange. Mais alors, dans ma génération, il y avait des gens philosophes, Cacciari et des autres Italiens, qui sont été spécialisés et connaissaient très bien la culture autrichienne, austro-hongarique. Donc, toute l'idée de l'angelicata. Et donc, l'angelicata byzantin aussi. Mm-hmm. Et tout ça, c'était très intéressant. Mais moi, je n'ai pas jamais cru à ça. J'étais toujours méfiant. Cette structure architectonique de la figure de l'ange. Aussi parce que ça, l'ange était toujours quelque chose qui était rigide, raide, rigide face à toi. Tu n'es pas à ton côté. Alors, ange, pour moi, les anges sont anges. Beck, de Livintiette, c'était un ange. Julian Beck. Julian Beck. Comment dire, les jeux de cornettes, comment ça s'appelle, Chet Baker, merci. Oh, Chet Baker, c'était un ange. J'ai eu la chance de connaître tous les deux et bien découvrir, et bien expérimenter que c'était des anges. Chet Baker. Alors ça, c'est une figure. C'est un poète aussi. C'est une façon que tu as croisé dans la rue aussi. Donc, le statut d'ange, c'est un statut que c'est pas un statut architectonique et iconographique, c'est un état. C'est un état des choses, c'est un ensemble des choses fausses que cette personne sont capables d'absorber. C'est rien de plus. C'est fantastique. Donc, pour toi, pour Pier Paolo Cazzolari, un ange, c'est, oui, un ensemble de choses, mais c'est surtout que c'est un poète qui tu peux aussi croiser dans la rue. Ok, donc tu peux croiser les anges dans la rue. Parce que Chet Baker. Ok. J'ai une interprétation qui n'est pas alternative, une interprétation un peu plus fashionable. I'm sorry. Sur les anges de
Pierpaolo. Et je pense aussi que l'ange va être le futur de l'art. Pas seulement sur la relation entre les interspecies, multispecies en français, entre les discours, non, l'espèce, les espèces, animaux, minéraux, végétaux, pas seulement ça. Je pense que l'ange va être le futur de l'art aussi. J'en parlais, comme tu sais, avec Carly. Pourquoi on va vivre dans un monde fervent et mourant aussi, oui, mais aussi vraiment la maison idéale avec l'intelligence artificielle, la digitalisation de notre expérience, etc. On va vivre pas seulement dans un art, mais dans un état de connaissance des choses très angélique dans le futur, très avatar angélique. Et quand même... Et très diabolique en même temps. Bon, oui, ça, oui, un ange, le diable est un ange. Oui. Ah bon, fantastico. Oui, le diable, maison idéale, ange, diable, la même chose. Donc, je dis ça en relation à l'ange de Pierpaolo. J'ai encore 2 questions, pas trop. Je suis là. Ok, et s'il y a des... Alors, je vous dis ça, c'est une citation. La vie de tout être humain, la vie de tout être vivant ne commence pas avec sa propre naissance. Donc, quand on vient au monde, on est déjà né, pour cette philosophe. Pourquoi? Parce que dans la chose que quand on est grandi dans notre mère, tous les ancestors sont déjà là. Et donc, quand on vient au monde, le passé, pas seulement le présent, est là, et le futur, parce qu'on va commencer une autre histoire. Donc, ça a écrit par le philosophe Emanuele Coccia, et docteur en philosophie médiévale, j'ai découvert en écrivant ce texte, de l'université de Florence, qui, notamment, mais il est très fameux pour toutes les choses qu'il a écrites sur les plantes, l'intelligence des plantes. Quand on était dans un jardin pour une conférence, il a défini le jardin, le musée où nous sommes, parce que les plantes sont aussi capables de faire pas seulement des choses fonctionnelles, mais aussi esthétiques. Donc on était dans un musée, parce que le jardin est un musée. Ok, il est fameux pour ça. Mais il a écrit, notamment l'auteur, d'une anthologie sur l'histoire des anges entre la religion, l'hébraïsme, le christianisme, l'islam, etc. Il a écrit avec un autre philosophe qui était jeune à l'époque, Giorgio Agamben. Et le dernier texte d'Emmanuele est dédié à un autre thème très calzolarien, comme l'ange, qui est la maison. Donc, cette chose, je pense que c'est intéressant. Aussi pourquoi, entre le texte sur les anges et le texte sur la maison, et le texte sur les plantes, il a écrit, Emmanuel, une chose très, très importante pour moi dans l'interprétation de ton travail, que c'est sur la métamorphose. Donc, la métamorphose, pour nous, c'est Ovidio, etc., etc. Mais si on lit les choses sur la métamorphose, on comprend quelque chose qui n'est pas européen, qui n'est pas western, qui n'est pas occidental. On comprend, et c'est difficile à comprendre pour nous, occidentali, ce que la philosophie orientale ont compris du début de l'histoire, que la réalité n'est pas ça. La réalité est le changement de ça permanent, qui n'est déjà plus la même bouteille que j'avais dans les mêmes physiques. Bon, ça va. Donc, merci pour l'effet spectaculaire du changement. Donc, donner un peu de suono et de pathos à ça. Donc, le changement est l'unique réalité.
Donc il n'y a rien de stable dans toute l'idéologie, toutes les choses, tous les manifestos, dans les philosophies orientales, etc. La méditation, tout ça, je ne peux pas en parler parce que c'est maintenant. Mais la chose du métamorphose, c'est une chose très calsolarienne, c'est-à-dire ça est déjà différent. Et donc, car on est déjà différente de nous quand nous sommes entrés dans cette merveilleuse salle, on est déjà différente, on n'est plus nous, on est déjà différente. Je voudrais te demander une petite chose encore. On a parlé du passé. On peut parler, par exemple, dans le contexte de la maison idéale avec toutes ces œuvres qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as dit que pourquoi tu fais encore l'art, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant dans ce changement qui retourne au même texte du début de ta carrière et donc retourne au passé? Je demande ça sur le futur parce que dans l'image que je vous montrais, on a beaucoup parlé de ça, dans la couleur, là il y a le blanche, le rouge et le vert. Ce n'est pas la bandière italienne. C'est surtout les couleurs de Bisanzio, c'était les couleurs avec lesquelles le peu matériel. J'aime bien l'art d'un artiste comme Pierpaolo Calzolari parce qu'il nous démontre qu'on peut faire de l'art avec presque rien. Avec rien, ce n'est pas possible, mais presque rien, oui. Donc, on peut faire une grande œuvre d'art qui n'est pas moderne, mais qui est ancestrale, qui va vers Byzance avec 3 couleurs. Ça suffit avec une petite chose dans son atelier. Donc, je te demande ce que tu veux faire dans le futur, parce que parfois le futur est dans le passé plus remoto. Et à Bisanzio, l'avanguardia degli anni 60 à Bisanzio. Et donc, je te demande, entre ces contradictions, qu'est-ce que tu veux faire maintenant comme artiste? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, c'est question que moi, je ne suis pas avec la famille. Hein. Oui. Et donc, ne s'était pas posé ni de mon père, ni de mon mère. Donc, ces questions très étranges. Ça me déséquilibre un peu. Après la merveilleuse exposition qui est ouverte jusqu'à avril, les 17, 18, 7. Okay. Après ça. À niveau pratique, j'essaierai d'éviter d'utiliser cette façon de faire. Regarde la matière, l'utilisation de la matière, l'attitude, les renvois philosophiques, les renvois littéraires, etc. L'utilisation des sentiments, pourquoi surtout des matériels qui étaient codés, utilisés, et aujourd'hui particulièrement tellement utilisés dans devenir comme une chose inutile, comme quelque chose qui manque de voix dans l'art. C'est un rondeau ennuyant. C'est ennuyeux. C'est l'évidence. Donc, éviter ça, c'est déjà un de mes problèmes primaires. J'essaie de faire ça en utilisant autrefois la peinture de la façon la plus simple, la plus linéaire possible. De la façon moins
enthousiasmant, moins impressionnant. Donc, essayer d'éviter les chocs des sentiments, les émotions. Disons, essayer de voler dans le vélo des grands stomacs de la storia dell'arte. Et essayer de voler des systèmes élémentaires. Pas parce que je suis contre les émotions, mais je suis terrorisé de la quantité d'émotions que la culture du moment essaie de nous infliger. C'est ça. Bon, une autre question serait un peu stupide à poser après ça, hein, mais je l'ai fait. Riposati. Tu as parlé de la peinture, et donc on a fait une grande exposition ensemble sur la peinture de Pier Paolo Calzolari, que c'était, ça est né comme un scherzo, un jeu de mots, parce que l'arte povera ne fait pas de la peinture, bon, là, tout le monde est peinture dans la production de Pier Paolo, mais il y a, je me souviens, devant le grand monochrome bleu, quand on a travaillé ensemble, tu as installé un triptyque, je pense c'est un chef d'œuvre absolu. Apparemment, c'était des monochromes blanches, mais il y avait comme une petite ligne dedans. Ça s'appelle haïku. Haïku. Oh, l'Orient. Haïku. Et tu m'as parlé de la différence entre, je me souviens bien, entre Malevich Monet. Tu peux parler de ce petit détail, parce que tu as dit, non, pas d'évidence, pas de... Il faut que tu me rappelles ce que tu dis, parce que voilà, des fois, c'est pas sans résister. Oui. Donc, j'oublie les choses que j'ai dites. Okay. Non, j'ai pas compris. Que moi, c'est fréquent que j'oublie les choses que j'ai dit. Oui. Donc, il faudrait que tu m'aides un peu à reconstruire la chose. Oui. Alors, si mais je me souviens bien, car tu as dit non, dans le futur, ce que tu veux faire, donc refuser l'évidence dans cette quantité d'émotions, c'est pas contre l'émotion, mais c'est plutôt de travailler dans la considération de cette quantité d'émotions, pas dans la même façon. Je me souviens que dans cette synthèse merveilleuse, c'était pas... Donc, je n'ai pas vu, peut-être Karine existe maintenant parce que je l'ai vu sur WhatsApp, mais c'est seulement vu sur WhatsApp. Une autre peinture de laquelle on a parlé, c'est vraiment Maison Idéale, parler avec l'artiste des œuvres qui n'existaient pas, et peut-être vont exister dans le futur. Donc j'étais devant, et il y avait ces trois merveilleux monochromes blanches, qui n'étaient pas du tout monochromes, pas du tout, parce que s'il y a seulement une petite différence, c'est plus un monochrome, c'est bichrome, au moins. Donc théoriquement, historiquement, c'est un monochrome, mais si tu regardes vraiment, si tu es vraiment engagé dans une confrontation, coexistence, en copoïésis avec l'œuvre, c'est pas un monochrome. Et c'est seulement petite ligne blanche un peu plus chaleureuse, blanche un peu plus chaleureuse. Et c'est comme quand vous allez sur le ghiaccio. Et le ghiaccio a la même couleur, mais un petit moment de soleil, un rayon de soleil dans ce petit morceau de ghiaccio, il est un peu plus fondu, par exemple, et dans cette pas plus la même chose. Ou pour une céramique qui s'est cassée, donc à la fin, il y a la soglia, la frattura, qui est un piccolo elemento del perfetto unità della. Et tu m'as dit que tu voulais faire une peinture avec
une grande sur une ombre. Donc la projection de l'ombre de la lune sur la plage pendant la nuit. Vous avez fait. Ah ben, c'est pour ça, je pense que je l'ai vu sur WhatsApp, je ne l'ai pas vu en réalité. Donc ça s'appelle Moon Umbrella. Moon Umbrella, c'est la même chose, mais il y a sur cette surface, un petit morceau de cette surface est à l'ombre de la lune. Donc c'est presque la même couleur, mais ce n'est pas la même couleur du tout. Et la différence est petite, mais énorme, parce que ça, c'est l'ombre de la lune avec un petit ombrello qui fait la différence. Donc la magnitude, je ne sais pas, la magnitude des grandes macrocosmes, etc., qui devient dans l'œuvre d'art des petites différences. Je pense que tu es en train de travailler sur quelque chose d'intéressant. Ce sont des choses sur cette peinture. Et donc la demande un peu pour Breaking the Ice à la fin, pas au début. Tu peux dire, on dit un percentuel? Pourcentage. En pourcentage, combien tu as réalisé de la maison idéale jusqu'à ce moment? Oh, des choses déclarées. Bon, il reste donc. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Des choses déclarées au niveau explicite. Des choses, disons, des allusions, beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, je te dire, je te remercie pour cette lecture que tu as fait deux pièces, un qui s'appelle Haïku, l'autre qui s'appelle Moon Umbrella. Pourquoi, en effet, moi j'ai beaucoup souffert. Pourquoi sont des pièces qui n'ont pas eu un grand accueil. Malentendu, pas compris, pas... Je ne sais pas, mais c'est la première fois qu'un student d'art et critique, en passant, il a regardé et lu, fait une lecture. Donc merci, pourquoi je pensais que c'était des fils partout. Ouais, quoi. J'adore les peintures de Pier Paolo. En effet, une des stéréotypes les plus fortes et résistantes dans l'histoire de l'art, c'est une chose tellement débile et stupide, c'est-à-dire, il fait ça, elle fait ça. Ah, je comprends. Lénine fait des monnaies. Van Gogh, il ne savait pas peindre, et ça, c'est en effet réalistique, non? C'était un des plusieurs peintres de l'histoire, techniquement parlant. Techniquement. Donc, tous des stéréotypes, il y a toutes des visions stéréotypes. Donc, Pier Paolo est un grand artiste quand il ne fait pas la peinture. Un grand artiste, donc il n'y a pas de différence, c'est seulement une autre façon de faire ça. Et donc je pense que dans cette petite détail de la ligne, dans cette haïku, la petite différence entre les couleurs, parce qu'il y a le shadow, l'ombre de la lune ou pas, ça c'est énorme. C'est les mêmes œuvres. Et je me souviens d'une œuvre que Pier Paolo a réalisée 10 ans, monochrome quoi, monochrome digital. Ok, ça, j'aime bien la sélection pour le catalogue parce que c'est toujours en blanche-noir quand il faut parler de la couleur. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, ça, je pense, ça, c'est la galerie de Tucci Russo. Ciao, Tucci. Ciao. Ça s'appelle Fenêtre. Fenêtre. Alors, vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre. Ça, en général, si vous la voyez publiée dans un article de journal, les œuvres d'art, il faut les voir avec les yeux, le corps, les sentiments, l'humour, etc.
Donc, si vous allez là, simulation, je suis là. Et je suis là, je regarde dans la galerie 1978 Turin. Et je regarde cette peinture. Cette peinture, dans la photo, est blanche-noire, mais dans la réalité, est jaune. C'est une grande, pas monochrome, on le sait, mais semble une grande peinture jaune. Ok. Ok, tu n'as rien compris. Ben, ça va. C'est 9 fois sur 10. Mais la chose fantastique de cette peinture, je vais montrer un autre exemple après, c'est une peinture jeune qui cherche, avec les moyens de la peinture, je ne peux pas voler parce que je ne suis pas un oiseau. Donc, avec les moyens de la peinture, cherche de reproduire un rayon de lumière qui passe à travers ça. Donc cette peinture cherche simplement d'être en fenêtre, de reproduire la lumière à travers la fenêtre. Et c'est un fallimento. C'est un échec total. Parce que c'est impossible de réaliser avec des moyens qui ne sont pas la lumière. Mais alors, dans toute l'histoire de la peinture, c'est un échec. Mais pas du tout. Parce que la chose énorme de cette peinture est que ce n'est pas jeune. C'est toute l'énergie d'essayer avec 40 différentes couleurs, pas seulement le jaune, de rouge, de jaune, avec donc, la vitalité du rayon de la lumière, c'est dans le travail de main, de moins et moins seulement et passion pour essayer de le faire. Chef d'œuvre, c'est pas la peinture. C'est pas la peinture. Mais monochrome digital, ça c'est pas un chef d'œuvre. Oh, ok, ça c'est la couleur. Ça on l'a installé ensemble à Naples. Avec la lumière de Naples, c'est un double échec parce que la lumière de Naples c'est impossible à reproduire. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas la version à couleur. Ça c'est encore plus émouvant. Lui est un artiste de cirque, un mangiafuoco, la flamme vivante du feu, sur cette partie de la peinture. Tout le reste de la peinture, ça accueille la flamme. Okay. Ça, c'est essayer de peindre les couleurs, la vitalité, ce que c'est et ce qu'il y a dedans, une flamme. La peinture, comme vous la voyez dans la réalité, est rouge. Si vous allez devant et vous regardez la matière de la peinture, donc c'est plutôt une sculpture qu'une peinture, la matière de la peinture est comme ça, et il y a le rouge, orange, le jaune, le blanc, le noir, le vert, le violet, blablabla. Et donc, j'aime beaucoup aussi les peintures que tu es en train de faire dans le prochain futur, après le 7 avril. Merci, c'est bon. C'est bon à vous, merci. Question. Ah, Bah oui, je pense. par moi. Ça, vous le verrez à l'exposition. Villa Palma.
S'il n'y a pas de questions, je fais comme ça. Il a commencé quand avec les peintures? Ben, C'est pas compliqué, madame. quand tu as commencé avec tes peintures? À niveau conscient ou inconscient? J'ai commencé grosso modo vers 16 ans. 16 ans. Et d'un façon à l'autre, je n'ai jamais arrêté. On a considéré en peinture dans les... Oups, my God. Contemporaneamente, con anche le altre sculture. Assolutamente sì. E questo da alcuni è considerato scandaloso. En français? Ah, pardon. Et celui-là, dans certains pensants, c'est pas bien aimé. C'est pas acceptable qu'un pensant puisse faire les sculptures givrantes. Et en même temps faire de la peinture. Moi, je dis que c'est possible que je le fais. Mais il fallait penser qu'il y a une dichotomie entre les deux. Il faudrait penser qu'il y a une forme de schizophrénie, de division en deux. Peut-être, pourquoi pas. Ça me plaît beaucoup, ça. C'est par hasard, c'est une question de dualité schizophrénique. Super. Ça me fait vivre deux vies. Il faut l'ajouter dans le texte sur la maison, une autre contradiction. Je me souviens que je n'ai pas dit. Ça, c'est une peinture des années 60, je pense, 68. 68. La différence que je disais, on parlait de ça, entre Malevich et Monet. C'est-à-dire, le triptyque haïku que je racontais, c'est-à-dire avec ce petit morceau, cette ligne presque invisible de blanches différentes, c'est plutôt Monet. Quand, au début, il a choisi, il y a des exemples, je pense aussi dans l'exposition, il a choisi comment dire, fabric, textile, canvas, donc la surface, le tissu qui existe pour les peintres. Donc c'était déjà peint. Et c'était déjà comme ça. Donc c'était plus le blanche de l'haïku, il faut le peindre et c'était presque invisible. Ici, il n'a pas utilisé la peinture parce que la couleur était déjà là, donc était déjà peinte. Donc, si je me bien souvent, je me souviens bien, il est passé dans 60 ans entre la couleur qui est déjà là, le feu, le sel, le tabac, etc., à essayer de la trouver les couleurs. Et les peintures qu'on a vues, Fenêtre et Mangiafuoco, sont fin des années 70, sont 10 ans après qu'il a commencé. Donc, c'est vrai que toute cette recherche dans la façon de travailler de Pier Paolo Calzolari est un peu multiverse. C'est-à-dire, aux années 60, maintenant, mais aux années 70, était déjà là entre les deux. Donc, c'est la maison idéale des choses qui existent, qui n'existent pas encore, qui pourraient exister, qui coexistent. Donc, de chercher une chronologie et une évolution et une compréhension architecturale stable dans l'art de Pier Paolo Calzolari, c'est un échec. Donc, des choses qui sont devenues des œuvres d'art il y a quelques mois, il y avait déjà, dans une façon différente, au début, à la moitié, etc. Donc, il ne faut pas être chronologique, théologique, etc. Il faut accueillir la potentialité, la réalité, les végétaux, l'animal, tous ensemble. La maison idéale. Idéal. Ok.
Est-ce que vous aviez déjà rencontré Joseph Beuys? Vous avez beaucoup de choses en commun. Joseph Beuys? C'est évidemment, vous avez connu, on a fait des expos ensemble. C'était sûrement un artiste très important, pas tellement par son œuvre, mais par son pensée. Les pensées étaient tellement importantes. Son façon d'affronter la culture du moment, la politique du moment, était exemplaire. De l'autre côté, était un publiciste très capable. Il faisait une sorte de publicité par soi-même à un niveau très moderne, très moderne. Moi, j'aime beaucoup son attitude et son dessin. Il a des dessins superbes, très beaux, petits, magnifiques, magnifiques. Merci beaucoup.